Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on s'intéresse au Maroc, ce pays au carrefour de l'Europe et de l'Afrique qui tisse un réseau d'alliances vraiment complexe. Oui, et c'est fascinant de voir comment Rabat navigue entre ses partenaires anciens et nouveaux. On va essayer de décrypter un peu cette stratégie en regardant les aspects politiques, économiques et bien sûr énergétiques. Voilà, l'objectif c'est de comprendre la dynamique de ces liens, les intérêts en jeu et comment ça positionne le Maroc sur la scène internationale. On s'appuie pour ça sur différentes analyses récentes. Exactement, c'est une stratégie de diversification très active qu'on observe. Alors commençons peut-être par un allié historique, Les États-Unis. une relation très ancienne, le traité de 1786. Ah oui, le fameux traité d'amitié, le plus ancien traité continu des États-Unis. C'est symbolique, mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est surtout un partenariat sécuritaire extrêmement solide. Le statut d'allié majeur hors OTAN depuis 2003. Concrètement, ça implique quoi? Ça facilite énormément la coopération militaire. On le voit avec les exercices annuels African Lion, par exemple. Et puis, politiquement, il y a eu un geste très fort sous l'administration Trump. La reconnaissance de la souveraineté sur le Sahara occidental? Précisément, dans le cadre des accords d'Abraham. Ça a été un soutien politique crucial pour Rabat. Et ce n'est pas tout. Les sources parlent aussi d'économie, accord de libre-échange depuis 2006, et même de l'énergie. Renouvelable, nucléaire. Tout à fait. Il y a une vraie dimension économique et énergétique qui se développe. Le Maroc est vu par Washington comme un pôle de stabilité, un partenaire fiable contre le terrorisme dans la région. D'accord. Si on traverse l'Atlantique, direction la France. Relations différentes, j'imagine. Hein. Plus historique, peut-être? Oui, très différente. Des liens profonds, bien sûr, liés à l'histoire, à la langue, à la diaspora marocaine très importante en France, mais aussi parfois des relations plus complexes, des hauts et des bas. Économiquement, ça reste un poids lourd pour le Maroc? Ah oui, absolument. La France est toujours le premier investisseur étranger. Les sources citent des contrats importants comme la LGV Tanger-Marrakech, on parle de milliards d'euros, et Paris a longtemps été un appui diplomatique essentiel, notamment à l'ONU sur le Sahara. Même s'il y a eu des tensions récentes, on parle d'un réchauffement. Oui, la visite présidentielle française récente est interprétée comme un signe clair de rapprochement après une période de froid. C'est une relation qui se réajuste. Restons en Europe, avec le voisin espagnol. Là aussi, relation complexe historiquement, mais qui semble avoir pris un tournant net. Un tournant très net, oui. Le changement majeur, c'est en 2022, quand Madrid a officiellement soutenu le plan d'autonomie marocain pour le Sahara. C'était une rupture avec sa politique antérieure. Et ça a eu des conséquences? Énorme. L'Espagne est devenue le premier partenaire commercial du Maroc. Et la coopération s'est intensifiée dans tous les domaines. Sécurité, migration, énergie, même des projets symboliques comme la Coupe du Monde 2030 conjointe. Donc USA, France, Espagne. Mais il y a aussi d'autres acteurs importants. Les pays du Golfe, par exemple. Arabie Saoudite, Émirats. Essentiel, leur soutien diplomatique sur la question du Sahara est constant. Et surtout, leur rapport financier est considérable. C'est-à-dire? Des investissements. Oui, des investissements massifs dans les infrastructures, dans l'énergie renouvelable. Le projet Nour en est un exemple emblématique, ou l'implication de TAK à Maroc, qui est émirati. Ils sont vus comme un moteur pour les grands projets de développement marocains. Et puis, il y a la Chine, l'acteur économique qui monte partout. Comment le Maroc gère cette relation? Eh bien, le Maroc semble jouer une carte d'équilibre. La Chine est un partenaire économique de plus en plus important. Les investissements chinois sont très visibles, l'expansion du port de Tanger-Med, le ferroviaire, l'énergie. Le Maroc comme porte d'entrée pour l'initiative Belt and Road en Afrique, c'est clairement comme ça que Pékin le voit. Et Rabat semble y trouver son compte, en intégrant ses projets, tout en maintenant ses liens forts avec les États-Unis et l'Europe. C'est un jeu d'équilibriste, mais pour l'instant, ça semble fonctionner. La rencontre récente entre Xi Jinping et le prince héritier l'illustre bien. Et pour finir ce tour d'horizon, l'Afrique de l'Ouest en particulier. C'est la profondeur stratégique du Maroc, c'est ça, Regueila? Exactement, c'est fondamental. Économiquement d'abord, avec des entreprises marocaines leaders sur le continent, l'OCP pour les phosphates, les banques comme Attijari, Wafa, les télécoms. Mais c'est aussi politique et culturel. Tout à fait. Le soutien politique des pays ouest-africains est crucial. L'ouverture de nombreux consulats au Sahara occidental, comme celui du Sénégal à Dakhla, en est le symbole. Il y a aussi une dimension spirituelle, historique, et des projets structurants comme le gazoduc Nigeria-Maroc ou l'initiative pour l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique montrent cette volonté d'intégration régionale.
Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on voit une stratégie de diversification très claire, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en quelque sorte. C'est ça. Le Maroc utilise sa position géographique, sa stabilité relative et une diplomatie très active pour multiplier les partenariats et gagner en flexibilité. Mais tout ça dans un contexte régional compliqué, des tensions avec l'Algérie notamment. Oui, c'est le facteur régional majeur. La tension autour du Sahara occidental, bien sûr, mais aussi la fermeture des frontières terrestres depuis 1994. Les sources mentionnent un ancien ministre algérien qui lie ça à des questions de sécurité à l'époque. Ça pèse lourdement sur la région. Et l'instabilité au Sahel qui s'aggrave. C'est une menace directe, hein. Perçue comme telle, oui. La prolifération des groupes terroristes, l'augmentation des attaques, c'est vu comme un danger pour tout le Maghreb qui formerait une sorte d'unité sécuritaire face à ça, même si les stratégies pour y répondre divergent fortement entre, par exemple, Rabat et Alger. Donc pour résumer très vite, les USA pour la sécurité et le politique, la France et l'Espagne pour l'économie et la proximité, la Chine comme investisseur clé, le Golfe pour les finances et l'Afrique de l'Ouest comme ancrage régional profond. C'est une bonne façon de voir cette architecture complexe, oui. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être. Oui, c'est ça. Face à cette instabilité croissante au Sahel, et avec ces approches si différentes des grands acteurs régionaux comme le Maroc et l'Algérie, chacun avec ses propres alliés, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au début d'une recomposition des équilibres géopolitiques en Afrique du Nord? C'est une question ouverte, mais cruciale pour les années à venir.